Voilà, chers amis, troisième et dernier volet de notre émission. Je rappelle que nous sommes avec Alain Plaisir. Énormément d'ouvrages, hein. Un homme très prolifique qui a justement bâti tout un ensemble de réflexions sur la qualité de son travail déjà. Il y a un ouvrage sur l'octroi de mer, la conquête du marché intérieur. Tout ça, on peut retrouver Oui. On peut trouver ça. Alors, il y en a qui sont dans les bibliothèques, hein, des gens qui ne veulent pas acheter parce qu'il y en a qu'on ne trouve pas, mais dans pratiquement toutes les bibliothèques, les médiathèques de Guadeloupe, on trouve mes livres. Très bien. Donc, surtout pour les étudiants. Bon, c'est dans la bibliothèque universitaire, mais ça, c'est pour les étudiants. Mais dans les médiathèques de Bémaro, Lamentin, partout, on peut trouver les livres. Justement, c'est une bonne question. Alors, donc, on va citer les ouvrages. Donc, il y a Conquête du marché intérieur, la zone économique exclusive, il y a aussi l'autonomie viable, c'est ce qu'on vient de montrer. Et il y a un nouvel, on va dire un livret. Oui, un livret. Qui arrive bientôt. Qui a 30 pages. On a quelques images, Joël. Voilà, c'est un livret de 30 pages. Justement, c'est un livret pédagogique. Voilà, avec des schémas et des explications pour vous permettre justement de mieux aborder et comprendre les enjeux. Donc, c'est un très bel outil. Et des chiffres pour que les gens ne soient pas... c'est pas dire il y a un pile, il y a un paquet, non. Je donne des chiffres. Des chiffres, voilà. Donc, c'est très, très bien. Donc, ça sort quand, ça? Eh bien, je récupère pour l'instant 200 exemplaires auprès de l'imprimeur. Voilà. Très bien. Alors, vous pourrez trouver ça, c'est 200 exemplaires, donc il faudra vraiment... Il y en a qui ont réservé déjà. Il y en a réservé. Ça donc, sera seulement pour 5 euros. Hein. 5 euros. 5 euros pour une contribution, parce que pour travailler à Michel-là, donc 5 euros, c'est pas même... Et pour payer l'imprimeur, parce que voilà. l'imprimeur, il me fait pas ça gratuitement. Voilà. Alors, avant de revenir sur la question du modèle économique, j'aimerais qu'on puisse esquisser une idée pour ce pays. J'aimerais qu'on parle aussi de l'intelligentsia de Guadeloupe, ces universitaires. Est-ce que tu as dit que tu as des ouvrages en université, mais je pense que notre jeunesse est beaucoup plus brillante que nous. Elle a plus de leviers, plus de possibilités. Quand je parle de notre jeunesse, je parle de ceux qui sont sur le territoire, mais aussi la diaspora. Pour moi, c'est c'est le même peuple. Donc, l'idée, c'est que est-ce qu'il y a des réflexions dans notre université, peut-être avec toi, sur des questions de fond sur l'économie? Est-ce qu'on justement, parce qu'on a parlé de ces communes qui ne vivent essentiellement que des dotations. On voit, par exemple, le Moule, DR, ont des orientations, ont défini quelque part des axes pour développer. Donc, le DR a produit... la taxe sur l'hébergement, qui je crois que c'est 300 000 euros, qui rentrent dans les caisses, je crois que c'est de la CNBT. Ouais. Mais toujours est-il que cette commune-là amène ses atouts. On a des communes comme Sainte-Rose, comme Mornalo, qui ont énormément d'atouts. Donc, cette question du modèle économique outre-mer que tu proposes, qui, comme on l'a dit, dans la géopolitique, on vient de parler de ça, la Russie fonctionne exactement comme une entreprise. C'est un modèle économique qui s'impose au monde. On parle beaucoup de l'Iran, mais quand on analyse avec cette guerre qui nous ouvre les yeux sur un pays qui était méconnu, mal connu, on voit bien qu'il y a une réflexion de fond sur le rapport de l'Iran au monde. Alors, pour la Guadeloupe, la Martinique, les Outre-mer, comment tu vois les choses dans le cadre d'une fiscalité retrouvée, contrôlée? Alors, déjà, quand tu parles de modèle, le modèle que nous avons, bon, il y a les structures de l'économie coloniale, mais on est dans un système de libre-échange. Oui. Parce que nous dépendons de l'Europe, on dit région européenne, souvent ici on dit région européenne, oui, les gens sont très fiers de ça. Ah oui, mais très fiers de ça, mais en réalité, on est un système, on est une région d'une union de 27 pays. Et ces pays-là sont des pays capitalistes, il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur des mots, qui ont mis un système en place avec d'autres pays qu'on appelle la mondialisation. Et la mondialisation, c'est surtout le libre-échange. C'est-à-dire que une multinationale ne produit plus pour son pays national. Une entreprise française de taille importante ne va pas produire seulement pour la France, mais va produire pour le monde entier. Donc, si on veut prendre une part du marché en Chine, prenons le produit de luxe français,
qui sont vendus beaucoup en Chine. Bon, mais les Chinois, eux, ils disent, mais puisqu'on achète vos produits, il faut nous permettre d'acheter nos produits. Donc, il y a eu des négociations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce qui ont fait tomber les barrières douanières. Mais il y a quand même des pays qui se protègent, y compris des gros pays. Tu as pris l'exemple des États-Unis. Les États-Unis disent, ah non, attention, mais nous, il y a trop de voitures allemandes qui arrivent, nous allons arrêter ça. On va mettre des taxes. Donc, nous, en Guadeloupe, il ne faut pas qu'on soit naïf. Il faut dire, on veut développer une production, mais si on veut développer une production d'agroculture, on veut développer. J'ai quelqu'un qui m'a dit, j'aimerais bien faire l'élevage des lambis. C'est possible, ça se fait. Oui, il y a un rapport qui a été édité il n'y a pas longtemps voilà. sur tout ce qui concerne les closeries, très 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 complexe sur la culture de langoustes et des lambis. Voilà. Donc, mais si tu fais ça, et à côté de ça, tu as un importateur qui fait venir des produits, le même produit moins cher, le consommateur qui n'est pas fortuné, il va acheter le produit moins cher. Donc, il faut à la fois mettre un terme au libre-échange, c'est-à-dire, quand on dit libre-échange généralisé, il y a des produits que tu ne produis pas, au contraire, il faut les faire rentrer librement. Par exemple, les panneaux solaires, pour moi, taxe zéro, parce que j'ai besoin de développer mon truc. Donc, il y a des produits, quand on dit protéger son marché, ça veut pas dire on protège tout. On protège les unités qu'on veut développer. Par contre, il y a d'autres produits qu'on peut faire rentrer, qui nous aident, des biens d'équipement, qui nous permettent. Bon, donc, un exemple que tout le monde peut comprendre. Si l'implantation de nouveaux véhicules en Guadeloupe devrait être taxée, quant à l'apport de pièces pour réparer les véhicules devrait être favorisé de manière à ce qu'on ait au bout de 10 ans qu'on voit que effectivement voilà, Mounak est plutôt tendance à réparer sa Ioni au lieu d'acheter d'autres voitures parce que donc ça veut dire que la taxe doit venir compenser. Doit être pensée. Voilà. Et par exemple, si tu veux faire une usine, tu as besoin de pièces pour monter l'usine, eh ben là tu vas faire rentrer ça sans faire payer de taxes parce que tu vas retrouver l'argent après. Bon, donc il y a toute une réflexion à mener, mais cette réflexion n'est pas menée. Alors, si on parle de l'université, je ne sais pas si c'est suffisant. À mon avis, c'est pas suffisant parce que il faut que l'université, comme dans certains pays qui ont fait la révolution, il faut sortir des murs de l'université. Il faut aller au contact du peuple. Il faut produire, il faut échanger, il faut faire ça. Il faut entre nous-mêmes qu'on échange. Bon, il faut mettre le débat entre nous. Bon, c'est pas suffisamment ça. C'est pas suffisant, donc j'espère que ça va s'arranger. Donc le modèle, c'est aussi essayer de produire et recenser ce qu'on peut produire. Alors il y a des productions, alors, par exemple, je prends le tourisme, c'est pas une production, mais nous on a toutes les possibilités d'avoir un tourisme qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a des pays qui vivent, tu vas parler du Qatar qui développe, mais beaucoup de pays, même la France. La ville la plus visitée du monde, c'est Paris. Tout à fait. Parce qu'il y a des monuments, les gens viennent là. Donc en Guadeloupe, on n'a pas les monuments comme à Paris, mais on a ce que les gens recherchent beaucoup, le soleil, les paysages et tout ça. Donc, mais il faut que le touriste laisse de l'argent ici. Pour qu'il laisse de l'argent, mais il faut qu'il y ait des équipements. Moi, j'habite pas loin de la plage de Grand-Anse. J'ai écrit un post, les gens avant les élections. J'ai dit, mais le maire, pourquoi il se présente? Vous avez une plage qui est très belle, mais vous n'avez pas d'équipement, vous n'avez même pas de toilettes. Vous n'avez pas de toilettes, vous avez un parking, on dirait un champ de bataille. Donc, mettez ça bien, mettez quelqu'un gardien à l'entrée qui fasse payer 2 € le truc. Ce sera moins salarié qui va être payé, mais pas avec l'octroi de mer, qui va être payé parce que les touristes vont lâcher ces argent. C'est bien ce qu'on a dit. Bon, tu vas dans les aéroports, il faut mettre une pièce pour aller aux toilettes. Eh bien, mettez en place des toilettes et mettez un système pour que les gens restent. Donc, il y a toute une réflexion qu'il faut, pas une réflexion, une action pour que le touriste laisse de l'argent. Parce que c'est ce qu'on appelle les exportations invisibles. Ça rapporte gros, un touriste, quand il va à l'hôtel, il va au restaurant, il va partout. Il faut mettre en place des endroits, des équipements, il ne faut pas que ce soit gratuit. Vous allez au chute du Corbet, eh bien, organiser un parking avec un guichet pour que les gens payent. Pas payer la personne, mais payer pour la voiture. C'est-à-dire une voiture, en mettant parking faut payer. Bon, voilà. Donc, il y a tout ça qui peut permettre à Guadeloupe de garder l'argent. Il y a une réflexion que j'ai entendue. Juste pour terminer, même sous la croisière, parce que je lis la presse locale,
Mais les gens vont pas assez loin dans la réflexion. On dit la croisière, il y a des croisiéristes qui viennent, ils dépensent de l'argent. OK. Mais en même temps, je lis dans l'article, il y a 25 000 Guadeloupéens qui vont croisière. Mais ces 25 000 Guadeloupéens, ils dépensent de l'argent ailleurs. Donc, il faut au moment faire la balance pour que je sache, moi, si cette croisière, qui en passant, le bateau de croisière, il donne de l'argent au port de Pointe-à-Pitre. Mais le port de Pointe-à-Pitre, c'est un port français. Hein? Tout à fait. Bon, et l'argent qui est récupéré par le port, chaque fois qu'un bateau, que ce soit un bateau de croisière ou un autre bateau, il laisse de l'argent, ce qu'on appelle le droit de port. Mais ni Bémao, où il y a le port de Jarry, ni Pointe-à-Pitre ne touche pas un centime. Et c'est le port de Pointe-à-Pitre qui est dirigé par un directeur qui est nommé par le Conseil des ministres. Donc il y a toute cette réflexion pour mettre en place un modèle guadeloupéen. C'est vrai que quand on est... Moi, j'étais très surpris d'entendre les nouveaux maires qui sont à la tête des communes et qui avaient des réflexions qui étaient en parlant de développement, en disant oui, je vais mettre un centre commercial, je vais mettre un centre commercial. C'est incompréhensible. Je veux dire, vous voulez développer votre commune. Eh j'ai entendu plusieurs maires dire nous avons déjà été contactés par telle grosse structure, telle entité pour un centre commercial sur notre. En fait, c'est le seul modèle économique qu'on peut imaginer. Et l'industrie. Il n'y a pas de réflexion sur l'industrie. Voilà. Et en plus, on ouvre sur Cap Excellence un pôle d'agrotransformation qui est un pôle plus ou moins expérimental et qui n'a pas... Est-ce que dans son sein, il y a une vocation économique même? On est là pour plutôt expérimenter. Mais pourquoi pas la ville de Baïf pourrait se dire, bon, je m'oriente vers l'industrie. Comme certaines villes de France à certaines époques où il y a eu des fleurons de l'automobile et ces villes-là sont devenues des villes fortes parce que elles ont concentré à un certain moment toute l'industrie française. Comme l'industrie navale française, c'est dans des villes précises où tous les gens qui travaillent là, c'est l'hôtel vide pour ça. Toute l'économie de la ville est orientée vers des unités de production. Tout à fait. Mais aujourd'hui, des pauvres mecs à parler des développements sur un centre commercial. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est par méconnaissance? C'est pour ça que j'ai parlé de l'université. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de... C'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il y a des vraies... Des réflexions économiques dans chaque territoire, se dire, bon voilà, qui le vient ni, quand on peut faire, quand qui possibilité en pénis. Est-ce que c'est pas là notre sujet? Mais je pense qu'il y a une part de facilité. Quand le gars dit centre commercial, il dit, bon, le centre commercial, ça allait là, on va embaucher quelques salariés, les gens vont passer dans la commune, on va avoir un centre commercial. Le gars, il est dans la facilité. Alors qu'il pourrait dire, il y a des agriculteurs dans la commune, on va faire une ferme. Et moi, je vais aider ces gens-là, on va aider au niveau logistique, au niveau des moyens, on va aider. Bon, mais c'est trop compliqué. Donc, il préfère dire un centre commercial. Produits importés encore. Produits importés. Je vois que. Donc, non, il y a beaucoup à faire. Mais c'est pour ça qu'il faut une espèce de révolution culturelle aussi. Que c'est Mao qui fait ils ont fait la révolution, ils ont fait une révolution culturelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Et si c'est simplement consommer, on ne va pas s'en sortir. Hein. Ça, c'est clair. Alors, justement, concernant les propositions parce que là, on va rentrer dans des sujets, les élections sont passées. Aujourd'hui, le débat est déjà lancé sur la question d'évolution statutaire ou pas évolution statutaire, évolution institutionnelle ou pas, des réflexions fusent à droite et à gauche. J'ai entendu tes réflexions sur le statut que tu préconiserais. Je crois que c'était le PTOM, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux expliciter? Oui. Alors, pourquoi un PTOM? Parce que nous sommes un département français et nous sommes une région européenne. Bon. Donc, si vous changez de statut par rapport à la France, vous avez même pas fait, vous avez fait, bon, soyez sympa, vous avez fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que vous avez des orientations, des décisions qui sont prises au niveau de Bruxelles. Et il y a des compétences qui ne sont pas des compétences de la France, qui sont des compétences de l'Union européenne. Je vais prendre deux exemples. C'est l'Union européenne qui a la compétence en matière de pêche. C'est-à-dire que ce n'est pas la France qui va dire on va augmenter la flotte, on va diminuer la pêche, c'est l'Europe. L'agriculture aussi.
Il y a une autre compétence que l'Europe a, c'est en matière de droits de douane. Quand je dis que les voitures chinoises électriques sont 45%, ce n'est pas la France qui a décidé ça, c'est l'Europe. Et cette décision s'applique à tous les 27 pays. Très bien. Bon. Donc, si vous voulez mettre en place un nouveau système, il faut changer par rapport à la France, mais il faut changer par rapport à l'Union européenne. Et alors, comment expliquer ça d'une manière pas technique? L'Europe, c'est 27 pays. Et dans ces 27 pays, on est là-dedans. C'est la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services. Je prends l'exemple d'un Roumain qui veut venir s'installer ici. Il a le droit de venir ici parce que c'est la libre circulation des personnes et aussi la libre installation des ressortissants. Il peut même se présenter aux élections. Ah ben oui. Bon. Donc, si tu fais une réflexion sur un changement en Guadeloupe, tu es obligé de prendre en compte cet élément. Est-ce que tu veux avoir une compétence en matière de pêche et tu ne peux pas l'avoir, même un député français, un député guadeloupéen en France, il ne peut pas l'avoir parce que ça ne dépend pas de la France, ça dépend de l'Europe. Donc, un PTOM, tu restes citoyen européen, il faut bien que les gens comprennent ça, mais tu es hors du territoire douanier européen. Tout à fait. C'est-à-dire tu es hors du système qui dit libre circulation des personnes, des capitaux, des services. C'est-à-dire que tu peux décider qu'une marchandise européenne sera taxée. Or, maintenant, ce n'est pas possible. Tu peux taxer une marchandise. Quand je dis taxer, une vraie taxe, je ne parle pas de l'octroi, hein, je parle par droit de douane. Tu peux taxer une marchandise chinoise, japonaise, américaine, mais européenne, tu ne peux pas taxer. Or, tu commerces à 70% avec l'Europe et 30% avec les autres pays. Donc, tu vois que c'est important. Donc, le PTOM, tu es hors du territoire douanier, tu es membre, tu es citoyen européen, mais tu es associé. Un associé, toi, tu es dans l'entreprise, associé, on discute. Tout à fait. Mais quand tu es intégré, tu ne discutes pas. La décision, elle est prise et s'applique à toi. Donc, je suis pour un PTOM, c'est-à-dire je suis pour... Et sur les questions de solidarité, on sait que c'est un sujet qui est repris dans le statut PTOM. Est-ce que les questions de solidarité, par exemple, j'ai entendu ça en cas de cyclone, ce sont des arguments qu'on entend. Est-ce qu'on est toujours dans l'environnement? Mais l'argument, tout ça, c'est pour faire peur aux gens. C'est ça. Tu restes citoyen français, puisque le PTOM, c'est pas un truc, c'est dans le cadre de la Constitution, c'est l'article 74. Tu es citoyen français. Alors, c'est pas à peine d'aller faire peur aux gens. On a un pays qui est à côté de nous, qui est un PTOM. Je ne parle pas de la Polynésie, de la Kanaki, c'est Saint-Barthélemy. Tout à fait. Est-ce que, quand il y a eu le cyclone, ils ont été abandonnés? Est-ce que les autorités françaises n'agissent pas là-bas? Il y a un sous-préfet des îles. Le RSA n'a pas été supprimé. La sécurité sociale n'a pas été... mais simplement, personne ne vient se mêler de leur fiscalité. Ah oui, ça c'est clair. Eux, c'est ça, point final. Le débat qu'il y a eu là, le débat, est-ce que l'octroi ne meurt pas? Il n'y a pas de débat chez eux. Ils ont un truc, ils décident chez eux. Donc le PTOM, tu es citoyen européen pour les gens qui ont peur, à juste raison. Tu as donc citoyen européen, c'est-à-dire que s'il y a un problème de cyclone de solidarité, il y aura une solidarité parce que tu es citoyen européen, mais tu n'es pas tenu par le droit communautaire. Le droit communautaire, c'est ça. Donc on ne peut pas avoir peur de ça. On ne peut pas avoir peur de ça parce que, alors la question qui pourrait se poser et qu'on met souvent en avant, c'est la question de l'argent. C'est pour ça que j'ai fait ce livret. On dit que l'Europe nous donne beaucoup d'argent. Je le mets à l'image encore. Ah ben, je fais la démonstration chiffrée que l'Europe, ce n'est pas des milliards qu'ils donnent. L'Europe, c'est sur un programme opérationnel de 7 ans. 7 ans. Le dernier qui s'était terminé en 2020. L'Europe a dépensé en Guadeloupe 825 millions. 825 millions pour les 7 ans. Ah ouais. Divisé par 7, ça fait 125 millions. 125 millions par an. Chiffre incontestable. Hein? L'Europe, le programme, c'est écrit noir sur blanc partout. Le programme opérationnel, c'est 975 millions, mais on n'a consommé que 85%, pour des raisons diverses. Ce n'est pas de notre faute, hein? C'est parce que les conditions n'est pas faciles. Donc, 85%, il reste 875 millions, divisé par 7, ça fait 125 millions. Bon, ça, c'est ce qui arrive en Guadeloupe. Et
qui servent surtout à financer le port, l'aéroport et tout ça. Hein. Bon, c'est pas tellement le petit paysan qui a quelque chose. Hein. C'est clair. Bon. Mais nous, on contribue, et ça, on ne le dit pas. Et moi, j'ai fait des calculs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme contribution à l'Europe? C'est pas nous qui... On ne donne pas directement, c'est la France qui donne. Il y a une image là. Oui, la France, c'est très bien. La France, c'est le deuxième contributeur, après l'Allemagne. Donc, et nous, on verse notre argent à la France. Donc, il y a 4 sources de financement de l'Europe. Il y a la TVA, 1% de la TVA. Donc, ça nous fait 3,3 millions. J'essaie de me rappeler les chiffres. Il y a la totalité des droits de douane. Tu as les chiffres là, je n'ai pas là. Je crois que c'est dans les... il y en a un, c'est 87 millions. Ouais. Parce que, il ne faut pas dire... Voilà. Bon, il y a la TVA. On verse 3,24 millions de TVA à l'Europe. On verse aussi donc une partie du PIB que la France verse, c'est 1%, mais nous, on a 9 milliards 700 millions de PIB qui rentrent dans le PIB total de la France. Et donc la France donne des milliards, mais nous, notre contribution, c'est 68 millions au niveau du PIB. Et les droits de douane, c'est le dernier, finalement. Droits de douane, 75 millions. Alors, je donne le détail. Hein. Là, il y a 3 sources de contribution. Sur le PIB, on donne 97 millions. Les droits de douane, 75 millions. La TVA, 3,3 millions. Donc, total, la Guadeloupe verse 175 millions à l'Europe par l'intermédiaire de la France. Donc, voilà ce qu'on donne. Et on a... C'est par an. C'est par an. Alors, évidemment... Alors que l'Europe donne 120 millions. 120 millions. Ces chiffres-là n'existent nulle part. J'ai dû faire un travail pratiquement mathématique de recherche pour sortir de ce que la France donne, parce que c'est la France qui donne, ce que la Guadeloupe donne par l'intermédiaire de la France. C'est-à-dire que c'est comme si tu as 10 personnes là, tu en as un qui verse l'argent, mais les 10 ont contribué. Et donc, moi, j'ai dû faire un travail mathématique pour sortir. Alors, ce qui a été le plus facile pour moi, c'était la TVA. TVA, je sais, bon, c'est 1% de 330 millions. Bon, voilà. Les droits de douane, le travail que j'ai fait, j'ai pris les droits de douane perçus en Guadeloupe. C'est 20 millions. Mais ce n'est qu'une partie des droits de douane, puisque les droits de douane sont perçus dans les ports européens, et cette marchandise arrive en Guadeloupe, mais ne paie pas le droit de douane, mais c'est compris dans le prix. Donc j'ai dit aller prendre ce qui était perçu ailleurs. En Guadeloupe, je prends un peu la voiture chinoise toujours, elle ne vient pas directement de Chine à Guadeloupe, elle va peut-être s'arrêter au Havre. Au Havre, on va le dédouaner, et c'est au Havre qu'on va payer le droit de douane. Mais comme c'est toi le consommateur final, c'est toi qui le payes. Et donc j'ai fait ce travail-là pour pouvoir récupérer ces droits de douane, et je suis arrivé à 175 millions. Et encore mettre ces monnaies au défi, les grands technocrates européens, de prendre ça à contre-pied. Voilà. Bon, on attend la sortie du document, donc je crois que c'est dans combien de temps? Je l'aurai cet après-midi, normalement. Ah, mais très bien, très bien. Mais j'invite tout le monde à se procurer. Non. On va mettre... Je vais mettre ça sur Facebook, un truc, et ensuite, je vais laisser chez un camarade à Pointe-à-Pitre pour les gens qui s'intéressent. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont réservé. Hein. Il y a des groupes qui ont réservé 5-6. Bon, on verra bien. Alors, on va bientôt arriver à la conclusion. Oui. Donc, l'idée centrale de ton discours, hein, c'est que la fiscalité doit devenir un outil de développement économique. Vraiment utiliser la fiscalité par rapport à nos besoins. Donc, adapter les impôts à notre réalité locale, favoriser la production locale, l'investissement, l'innovation. Et donc, c'est avec utiliser tous ces freins fiscaux pour les entreprises, pour libérer les énergies sur le territoire et aller vers ce qu'on peut appeler le développement ou ce que Omotunde avait appelé l'élévation. D'accord, mais tu as raison de dire ça, c'est un outil. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qui fait le développement, mais il faut avoir les moyens financiers pour pouvoir développer le pays. Et ça, on devrait... Après, c'est mieux compris aussi par la population. Si vous savez que votre taxe, les taxes que vous subissez... Parce que là, maintenant, tout le monde a une taxe qu'on... on va prendre l'argent en moins. Mais si vous savez que vos taxes et vos impôts servent à développer votre pays, c'est une autre approche. Il faut l'expliquer aux gens parce que, alors déjà,
il ne faut pas être contre l'impôt. Il faut pas. Il y a des pays où les gens paient beaucoup d'impôts, mais tout est gratuit pratiquement. Prenez les pays du nord de l'Europe, les gens paient d'impôts, mais ils ont le transport gratuit. Si vous avez le transport gratuit, vous avez la santé, même si vous payez l'argent, c'est redistribué. Et c'est redistribué d'une manière un peu plus équitable parce que tu vas faire payer un peu plus celui qui a de l'argent que celui qui... Bon, mais par contre, c'est redistribué à tout le monde. Si tu as un hôpital ultra moderne où tu es bien soigné, où c'est gratuit, c'est quand même, ça vaut le coup de payer un peu d'impôts. Très bien. Bon, voilà, je vais te laisser conclure pour cette émission. Bon, ben merci. Bon. C'est un petit moment. On va conclure avec toi sur un mot de conclusion par rapport à des orientations qu'on devrait prendre. Eh bien, écoute, déjà, merci pour ton invitation parce que ça a été très intéressant. Tu m'as permis d'expliquer. Et je pense que la pédagogie est très importante dans la période où nous vivons, où on débat sur le changement de statut, tout ça. C'est important d'expliquer. Et donc, je te remercie d'avoir fait cette émission parce qu'il y a nécessité d'expliquer. Et surtout quand c'est technique, c'est plus facile l'oral que l'écrit. L'oral, c'est plus facile. Donc, je te remercie mille fois. Et j'espère qu'on va continuer à faire des émissions. Oui, mais tu seras encore invité. D'accord. Et d'autres aussi. Et l'idée aussi, c'est de partir des problématiques des gens. D'accord. Je pense que c'est comme ça que les gens vont comprendre. Si on parle de leurs problématiques et qui comprennent. Merci beaucoup. C'est moi. Allez, merci. Et dès que j'aurai quelques exemplaires, ça c'est la maquette, je vais te l'amener, te l'offrir. Très bien. Merci bien. Alors, merci à Joël pour la réalisation, merci à vous pour avoir suivi, merci à Canal 10 et vous qui regardez, partagez cette émission puisqu'il y a un besoin d'avoir un discours compréhensible pour ceux qui doutent, ceux qui cherchent, ceux qui réfléchissent. Il y a eu un sondage, je crois, qui dit que 3 Guadeloupéens sur 4 étaient prêts pour un changement. Donc, ça veut dire que ça rentre petit à petit dans la tête des gens. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver comme en 2003 avec des discours, justement, des gens qui vont utiliser des choses qui ne sont pas la vérité. Comme nous avons parlé du PTOM, mais c'est toujours bité à la poste là. Il faut qu'on arrête avec tout ça. Aujourd'hui, il y a une urgence. L'urgence, c'est de la responsabilité. Parce que l'échec, il est à nos portes. Tout le monde a vrai que nous avons un pays sous-développé. Pas parce qu'on a un smartphone en main, ou qu'on vrai que le pays a souffert. Et jeunesse en nous capati, nous avons vrai. Parmi, pour démontrer nous, il ne faut pas y avoir un sorti en France avant cravate pour dire nous que nous avons souffert pour nous rendre nous compte de ça. Et les compétences existent en local. Nous avons des techniciens, donc faisons en sorte de discuter, débattons, argumentons. Et pour que le peuple a trouvé une orientation qui convient, qu'il y ait au vote avec sérénité, et que c'est un projet, les Martiniquais l'ont très bien démontré, il y a un consensus en projet. Et nous, on est là, toujours, donc, quand tu as là, c'est, il besoin d'aller de la Syrie, tu as là, c'est en bas, la vérité, etc. Alors que le besoin est criant et il faut qu'on arrive à changer d'orientation, changer de paradigme. Merci à vous. À très bientôt, à la semaine prochaine.